Donc, le premier gros col, le col de Battaglia, qui porte bien son nom, je me rappelle bien, c'est peut-être un 17 km de montée. La nuit est tombée, il commence à faire noir. Puis, on jase un peu, on est côte à côte avec des gens et tout, on s'encourage. Puis là, je commence à me rendre compte que ça devient, le pourcentage est élevé. Puis là, je me rends compte que j'ai fait un mauvais choix de cassette, là. Puis je me dis, oh mon Dieu, je vais souffrir dans les gros cols. Bonjour, je suis Alexandre et bienvenue dans le podcast Les Joies du Sport, le podcast qui vous permet de suivre une aventure avant même qu'elle ne commence. Aujourd'hui, je reçois Geneviève Hillet qui vient nous parler de son Bikingman Corsica. Mais avant toute chose, si tu n'as pas écouté l'épisode 17 où je reçois Geneviève qui nous parle de sa préparation pour cet événement, je t'invite à le faire avant de commencer cet épisode. Dans cet épisode-là, on va aborder plusieurs aspects, mais particulièrement, je pense que ce qui nous intéressera le plus, c'est vraiment le récit de course du Bikingman. On découvrira également le résultat de Geneviève et s'il a été conforme à ses attentes. Mais ne perdons pas trop de temps et allons tout de suite à la rencontre de Geneviève. Salut Geneviève, comment tu vas ? Bonjour Alexandre, ça va super bien, toi-même? Eh bah écoute, très heureux de te recevoir, donc ça fait plaisir. C'est une bonne fin de journée pour moi, et puis toi on est plutôt sur un milieu de journée, si je comprends bien. Exact. On va reprendre avant la course, évidemment, avant le départ. Oui. On va reprendre au niveau du début de ton voyage, avec une question que je me posais, c'est comment est-ce que tu fais pour transporter ton vélo, donc du Canada, donc d'où tu résides, jusqu'en Corse ? Comment ça se passe pour pouvoir transférer un vélo ? En fait, c'est un moment qui me stresse beaucoup chaque fois. C'était la deuxième fois là, que j'amenais le vélo dans l'avion. Chaque fois, la première fois, j'ai pu faire un vol direct pour limiter le risque de perdre le vélo, les bagages et tout. Cette fois-ci, c'était pas possible parce que j'avais un vol Montréal-Marseille, Marseille-Bastia. Donc, je m'étais acheté un petit AirTag là, pour la confiance. Ça a bien été visiblement. Mais en fait, comment ça se passe? C'est c'est ça. C'est un peu compliqué de démonter le vélo, mais je dirais qu'une fois qu'on l'a fait une fois, on prend des photos, on prend des trucs, on emballe un peu notre bébé, là. C'est un peu... moi, j'ai une boîte semi-rigide. À Montréal, ils n'ont pas l'appareil pour scanner la boîte au complet. Donc, on doit sortir le contenu. Donc, on doit montrer tout ce qu'il y a dans la boîte et le passer dans la petite machine à rayon X. Donc, ça, c'est un peu fastidieux. Par contre, ailleurs où j'ai été, on met juste la boîte dans les bagages surdimensionnés. Eux autres font les vérifications. Puis ça reste comme ça. Donc, je dirais qu'à l'aller, c'est plus complexe pour moi que pour le retour. Puis sinon, ben tout a bien été. Là, suffit de bien suivre les instructions, je dirais. Mais c'est certain que c'est un stress supplémentaire. Puis c'est une complication supplémentaire, disons, là, pour les gens qui voyagent comme ça. Parce que du coup, à l'aller, si je crois bien, donc tu as dû démonter ton vélo. Quand on dit démonter, c'est quoi ? Tu laisses, donc tu enlèves tout ce qui va être au niveau enfin tout ce qui est les roues. Tu fais quoi ? Tu enlèves le cintre également, tu laisses que le cadre et après c'est ton Ça pièce dépend des démontée ? boîtes. La mienne demande que j'enlève le guidon. Donc, j'enlève le guidon, il est mis de côté avec des courroies. La selle est baissée, les roues sont enlevées, mises de côté dans le sac. Sinon, je démonte pas le dérailleur, là, je vais pas jusque-là. Il y en a qui le font parce qu'ils ont peur là, que ça brise et tout, parce que c'est certain, vu que c'est semi-rigide, ben, il y a des risques quand même, mais sincèrement, les boîtes sont faites pour ça, puis c'est quand même bien fait, là. T'as des belles instructions, puis ça rentre vraiment très bien dans la boîte, là, j'ai pas eu de soucis. Puis c'est sûr qu'on met beaucoup de papier bulle, mais non, ça se fait bien. D'accord. Et donc à l'aller, il faut également qu'au niveau de l'aéroport, là où on passe, nous, les portiques, où on met notre sac à dos et tout, Mhm. toi, tu dois ouvrir ta caisse, renlever Oui. les pièces, les passer et ranger derrière. Oui, exact, parce qu'à Ah l'intérieur, ouais. ben c'est ça, j'ai oublié de dire, j'avais enlevé les pédales aussi, mais tu sais, il vérifie quand même si tu as enlevé les pédales, si tu as dégonflé si t'as enlevé de la pression dans les pneus. Il vérifie que tu n'as pas de cartouche de CO2, d'huile. Il vérifie le contenu des sacs parce que c'est certain que j'avais mes sacs qui allaient servir pour la course, donc j'avais des outils, beaucoup d'électronique. Donc c'est ça qu'ils veulent vérifier, là, si tout est conforme aux normes. Ok, ouais, donc effectivement, il faut un petit peu anticiper, Oui. pas s'y prendre à la dernière minute. Non. Et tu avais conscience déjà ? Oui, parce que tu avais déjà Oui, j'avais fait le t'avais déjà eu le cas. processus pour aller au Portugal, mais comme c'était durant la pandémie, on dirait que c'était moins stressant parce que j'étais presque la seule, là, donc il y avait moins de presse, disons, à tout sortir du sac
puis tout ça, là. Mais bon, il faut ce qu'il faut, donc ça se fait. C'est simplement un peu plus long. Ok. Et t'es arrivé en Corse combien de temps avant la course? Je suis arrivée le mardi 21 au soir. La course débutait le 26, donc à pratiquement 5 jours. Ok. Et pendant ces 5 jours, qu'est-ce que t'as fait? T'as roulé un petit peu? Oui, T'allais t'acclimater à la température locale? oui, c'est ça. En fait, j'ai remonté le vélo le lendemain. Je suis allée tester un peu les choses. Il y a quand même des ajustements. Moi, j'ai des aérobars et tout, la hauteur de selle, donc il faut quand même s'assurer que tout est bien remis en place, là, même si on prend des photos et des notes. Puis ensuite, je m'étais prévu 2 petites sorties. Donc, la première, c'était pour aller voir un peu l'école, de quoi ça avait l'air. Puis la deuxième, c'était une sortie là, sur du plat. C'était le début du parcours, en fait, là, que j'avais été faire. Donc, j'ai fait 2 sorties peut-être de 50 à 60 kilomètres. Donc, pour me rassurer un peu, puis voir si tout était correct sur le vélo. Donc, c'est ça. Ok. Et niveau alimentation, là, comment ça s'est passé pour toi? T'avais un petit peu un régime spécifique en Euh, termes, on va dire, tout ce qui est glucides, tout ça, ou pas spécialement? Ben, oui et non. Glucides, c'est certain. C'est sûr que j'ai pas fait d'excès là, les jours avant de quoi que ce soit. J'ai été pas mal avec des pâtes là, la veille, c'est certain. Beaucoup d'hydratation, mais sinon, là, rien de majeur, de très différent non plus là, de mon alimentation habituelle. Ok. On va avancer un petit peu dans le temps. On va se retrouver donc la veille de course. Oui. Comment ça se passe la veille? Le départ d'ailleurs, la course, c'était à quelle heure? C'était à Pour revoir. midi c'était une C'était à nouvelle midi. formule cette année. Normalement, c'est 5 heures du matin, puis là, c'était midi. Alors comment Euh, ça se passe du coup la veille de course au soir, on demande à se coucher mentalement? c'est certain que le stress était assez intense, mais un stress, j'étais confiante physiquement, ça, j'étais vraiment bien entraînée, ça, j'étais vraiment confiante. En fait, moi, je voulais arriver à la ligne de départ avec 3000 kilomètres dans les jambes, j'en avais 5200, donc physiquement, ça allait très bien, dénivelé et tout. Mais c'est certain que la veille, on n'a pas le choix. On est stressé de est-ce que je vais réussir? Est-ce que mon corps va bien répondre? Est-ce que je vais avoir des pépins mécaniques et tout ça? Donc, c'est certain que le stress est très présent, mais je pense que c'est un peu nécessaire aussi parce que ça nous garde un peu en adrénaline et tout ça, ça nous garde focus. Donc, je dirais que oui, j'étais stressée, mais pas anormalement, là. C'était un niveau correct, juste assez pour dire que j'étais un peu excitée. J'avais très hâte de commencer, en fait. Puis c'est sûr que le départ à midi, moi, j'aimais pas ça parce que ça changeait un peu mon planning de la première journée. Par contre, ça aide beaucoup pour la veille. Tu sais, quand tu as un départ à 5 heures du matin, tu dors pas beaucoup, là. C'est vraiment difficile. Tandis que là, j'ai eu quand même une relativement bonne nuit. Le matin, on a le temps un peu de se réveiller. Tu sais, c'est très différent là, de partir de 5 heures du matin. Donc, il y a du bon et du mauvais là-dedans. Mais c'est ça. Je dirais que j'étais stressée, mais normalement. Là, j'avais hâte de commencer, de donner le premier coup de pédale. Donc là, le matin de la course, donc petit déjeuner copieux ou encore un peu le Oui, quand même mollo? copieux. Oui, j'appréhendais un peu c'était dimanche, donc j'appréhendais un peu les restaurants fermés et tout. Donc, je m'étais dit, je vais manger beaucoup, je Ah vais oui, traîner beaucoup de collations. Donc, oui, un bon déjeuner. d'accord. Et raconte-nous un petit peu comment c'est au niveau de l'aire de départ, en termes d'ambiance, de météo, de sensations. Ben, en fait, cette année, la météo a été exceptionnelle. Tous les jours, il a fait super beau, zéro vent. Moi, j'ai eu une heure de pluie, mais je pense que je suis dans les très rares qui en ont eu. J'étais vraiment dans un coin isolé. Donc, au départ, c'était un soleil mur à mur, c'était chaud, c'était parfait, Ouais, ouais, il y avait beaucoup d'ambiance, les gens étaient excités vraiment. Puis le départ s'est fait par vague, légèrement avant midi finalement. Je suis partie à 11h30. Donc, oui, c'est vraiment, oui, oui, je dirais que tout le monde était très excité, là. Ça va être le moment pour toi de nous raconter ta course. Donc voilà, tu prends le temps un petit peu que tu veux pour nous raconter tout ça, nous faire vivre un petit peu voilà, les moments forts, les moments qui t'ont marqué Oui, sur cette course, sur ce on est presque sur un tour de Corse en tout ouais. cas. Et voilà, sur ces 1000 kilomètres, fais-nous un petit peu voilà, vivre, si possible dans l'ordre chronologique, mais c'est pas toujours évident de se rappeler peut-être les passages. Mais voilà, nous parler un petit peu des paysages et voilà, des moments que tu as vécu. Et puis après, moi, je reviendrai sur certains points. Et en tout cas, voilà, hâte d'écouter ce récit.
Oui, donc ben c'est ça. Comme je disais, le départ à midi, moi, c'est ce qui me stressait le plus dans la course parce que j'avais fait mon plan selon. Je m'étais basée sur mes journées au Portugal, donc mon kilométrage. Donc, je m'étais dit environ 250 kilomètres par jour. Donc là, quand tu planifies ça, ben tu regardes les hébergements parce que moi, je voulais pas dormir dehors. Si je fais ça, j'hypothèque ma course. Là, je suis équipée pour dormir dehors en dernier recours. Mais j'ai besoin de ma douche, puis même si c'est 2 heures de sommeil, j'ai besoin un peu de faire un reset, comme on dit. Donc, la première journée me stressait parce que normalement, on part à 5 heures du matin. Je sais que je suis capable d'enligner un bon 250 kilomètres durant la journée, malgré les nivelés et tout, à la clarté. Mais là, c'était certain que j'allais faire un gros bout de nuit. Puis mon hébergement, dans le fond, c'est certain qu'on vise 250 kilomètres, mais des fois, les hébergements, surtout en Corse, c'est un peu reculé. C'est chez l'habitant, donc c'est pas super évident. Moi, j'avais réservé une formule Airbnb pour la première nuit, arrivée autonome, et c'était sincèrement une vraiment bonne idée parce que je pouvais arriver à l'heure où je voulais, donc j'avais pas ce stress-là. Donc, je suis partie la première journée, c'était un peu... j'avais pas de temps à perdre, là. Donc, on part, on fait le Cap Corse. Heureusement, c'est pas très dénivelé, ça roule bien. Il n'y a pas de vent, tout va très bien. Puis, je me suis traîné des sandwichs parce que je me suis dit, je fais pas d'arrêt aujourd'hui, j'ai pas le temps. Donc, j'ai quand même le temps de prendre des photos, des vidéos sur le vélo, ça va bien. Mais ça se passe super bien la première journée. Puis, le premier gros col, c'est le col de Battaglia. Si je me trompe pas, c'est au kilomètre 220 environ. Le point de contrôle se trouve au sommet du premier col, que j'ai pas trop analysé. Tu sais, quand on regarde la courbe de dénivelé sur 1000 kilomètres, oui, bon, on voit les points les plus hauts et tout, mais chaque courbe, c'est dur à définir, disons, le pourcentage exact. Puis moi, je m'étais dit, bon, mais c'est des cols européens, ça ressemble à du 7 à 10% peut-être, mais majoritairement des longues, longues montées, des longues descentes. Je me doutais qu'il y aurait des petits raidillons. Donc, j'avais fait mon choix de cassette et configuration de vélo en conséquence, mais je n'avais pas analysé tous les cols. Donc, le premier gros col, le col de Battaglia, qui porte bien son nom, je me rappelle bien, c'est peut-être un 17 km de montée. La nuit Ah est oui. tombée, il commence à faire noir. Puis, on jase un peu, on est côte à côte avec des gens et tout, on s'encourage. Puis là, je commence à me rendre compte que ça devient, le pourcentage est élevé. Puis là, je me rends compte que j'ai fait un mauvais choix de cassette, là. Puis je me dis, oh mon Dieu, je vais souffrir dans les gros cols. Les Ça, cols t'étais en à combien pied. en développement? J'avais 34 à l'avant et 11,32 à l'arrière. J'ai hésité la semaine avant à mettre jusqu'à 11,34, mais je l'ai pas fait parce que sur le plat, je trouvais que je suis plus habile avec la 32. J'aime mieux ça. Je me suis dit, ah, c'est pas grave, je pousserai plus fort dans les jambes. C'est ce que j'ai pas eu le choix de faire naturellement. Mais c'est sûr qu'en parlant avec les autres participants, je me suis rendu compte que j'avais été un peu serrée là, dans le développement. Mais bon, vaut mieux en rire, là. C'est pas. Je suis arrivée à la fin de tout l'école, puis j'ai pas eu à mettre le pied à terre, mais j'ai souffert quand même chargé, là. Le vélo pesait 17 kilos sans l'eau. Donc, c'était lourd à grimper. Mais bon, visiblement, je grimpe bien, ça allait bien. Donc, c'est ça, première journée, ça a super bien été selon le plan. Donc, j'arrive en haut du premier col. En haut, il y avait un restaurant, donc tout le monde peut se ravitailler, même 24 heures sur 24, là, c'était vraiment bien. Puis là, j'amorce, il y a une descente de 30 kilomètres avant mon hébergement. Donc, c'est ça, je suis arrivée à l'hébergement à 2h20 du matin. J'ai pris une douche, j'ai mis un chrono sur ma montre de 2 heures, j'ai dormi 2 heures, puis je suis repartie après à 5 heures. Donc, je dirais que la première journée, j'étais vraiment satisfaite parce que j'avais pas de temps à perdre, il fallait que tout se passe bien, tout rondement. Ça a super bien été. Puis la deuxième journée aussi, ça a vraiment bien été. En fait, tout mon plan de distance quotidienne a été respecté. Donc, deuxième journée, j'ai fait un 240 km. La première, c'était 260, 4000 mètres environ de dénivelé. La deuxième, c'est un 240 avec 5100 mètres. Celle-là était quand même costaude. Puis, donc, j'ai franchi le point de contrôle numéro 2 à la fin de la deuxième journée. Puis, à chaque fois, là, on parle des paysages, mais la Corse, c'est merveilleux. Là. Ça n'a aucun sens à quel point les paysages sont magnifiques. Puis ça change tout le temps. Donc, oui, c'est difficile. Tu sais, on souffre, on souffre tout le long là,
dans l'événement. Par contre, c'est tellement beau que la tête divague, puis on regarde, tu sais, il y a tellement de choses à voir que ça aide beaucoup à souffrir, je dirais, à continuer. Puis je crois que c'est la deuxième journée que je suis descendue après le col de Vergio dans les calanques de Piana. Ça, c'est sincèrement un moment marquant. Ça n'a aucun sens, un relief comme ça. Là, c'est des roches rouges et tout. Là, c'est vraiment magnifique. Là, quand on voit les photos de la Corse, là, je pense que c'est la photo typique là, qui est représentée. Mais descendre ça en vélo, c'était sensationnel. Vraiment, là, je pense qu'à tous les tournants, là, j'avais de la difficulté à pas dire wow. Là, c'était vraiment, vraiment exceptionnel. C'est certain qu'après la deuxième journée, là, la fatigue commence à se faire sentir, mais relativement, j'ai eu des très bonnes sensations tout le long. J'ai pas eu de douleur majeure, là, outre, ben, c'est certain qu'on a mal aux fesses, on a mal aux mains. J'ai eu mal à un pied un petit peu, mais rien d'anormal. Euh, Puis sinon, ben moi, je craignais beaucoup de rouler de nuit. C'est tout le temps ma crainte. Je sais pas de quoi j'ai peur, mais j'ai peur du noir. Puis là, dans le fond, en comparaison avec le Portugal, dans le fond, le dénivelé est plus imposant en Corse sur papier. Puis c'est souvent les longs cols, contrairement au Portugal où c'est des petits raidillons. Donc, le temps roulé en Corse a été quand même de plusieurs heures supplémentaires par rapport au Portugal, mais j'ai quand même fini plus tôt. Donc, c'est vraiment, j'ai passé beaucoup plus de temps sur le vélo en Corse que je l'ai fait au Portugal. Donc, nécessairement, j'ai roulé de nuit quand même plus que ce que j'aurais espéré. Heureusement, c'est dans des endroits la plupart où il y avait moins de vues à contempler. La deuxième nuit s'est terminée, en fait, deuxième journée s'est terminée aussi vers 23h30. Puis là, j'ai entamé une longue montée d'un col qui était complètement défoncé. Là, j'étais seule, puis j'ai dû me parler très fort. Là. Ça a été, je suis fière de l'avoir fait, mais ça a été un moment que je redoutais. Ben, en fait, je le redoutais pas parce que je savais pas que c'était ça. Mais ouais, ça a été un gros défi mental, sincèrement. Mais ça a bien été. Je suis arrivée à l'hébergement. La personne m'attendait. Là, vraiment, les gens sont super en Corse. Là, vraiment, c'était génial. Puis le troisième matin, en fait, je me suis levée. J'ai pas entendu mon cadran. Donc, j'espérais dormir seulement 2 heures. J'en ai dormi 4. Je me suis dit, bon, c'est pas grave, le corps est fatigué un peu. Mais j'étais un peu fâchée. Là, tu te lèves un peu fâchée de ça parce que tu as perdu 2 heures de clarté, 2h30. Donc, je suis partie un peu dans un moral un peu plus bas la troisième journée. Euh, Ça allait relativement bien, ça progressait, mais j'avais encore la crainte de ne pas arriver à temps à mon hébergement, jusqu'à ce que je réalise que le parcours de la manière qui était faite, c'est un hasard, mais il y avait comme une boucle. Donc, il y avait 20 kilomètres qui se chevauchaient à l'aller d'une boucle et au retour. Puis mon hébergement était situé à la limite de ce 20 kilomètres-là. Donc, je suis passée à l'hébergement, j'ai demandé la clé pour le soir. Comme ça, j'avais plus le stress de dire je dois rentrer avant 22 heures. Puis là, ça a comme reparti un peu mon moral. Puis là, ça allait super bien. Puis ensuite, cette journée-là s'est terminée avec le col de Bavella que je redoutais vraiment beaucoup. Il porte bien son nom, c'était vraiment redoutable, mais ça a bien été. Il y avait des gens un petit peu là, qui montaient avec moi, donc toujours des super belles rencontres. Là. C'est vraiment ça qui est marquant dans les événements comme ça. Tu croises des gens, tu les recroises après, tu développes, tu tisses des liens vraiment, vraiment profonds dans des situations souvent de stress et de douleur intense. Donc, c'est vraiment des beaux partages. Puis là, on est rendu à la fin de la troisième journée, donc ça se passe bien. Quatrième journée, je me lève, puis ben, il me reste majoritairement, je crois, 260 km environ. Puis là, je suis un peu tannée, je sais pas trop. Là, j'ai beaucoup d'avance sur le parcours, les points de contrôle, c'est pas un problème. Mais j'avais le plan de voir la Corse de jour le plus possible. Donc, j'ai coupé cette journée-là, dans le fond. À la base, je devais dormir au kilomètre, je pense, 880. J'ai fait un petit changement d'hébergement parce que pour me rendre à l'hébergement à la base, je devais sortir du parcours, je devais cumuler des kilomètres supplémentaires. Puis j'avais pas le moral pour ça. Donc j'ai coupé ma journée après 150 kilomètres. Puis il était tôt, là, il était peut-être 18 heures pour bien dormir, repartir le lendemain, terminer ça.
C'est peut-être mon seul regret là, de l'événement. Je sais pas pourquoi. J'aurais dû pas écouter la petite voix à l'intérieur de moi qui m'a dit de me coucher ce soir-là. J'aurais dû enfiler tout ça. Mais je sais pas. Je voulais tellement suivre mon plan, voir la Corse, que je voulais pas terminer de nuit. Donc, bref, j'ai coupé ça à 150 km. Le lendemain matin, je suis repartie vers 5 heures, 4-5 heures. J'ai terminé les 120 km. Puis, finalement, pour me rendre compte que les paysages du dernier tronçon étaient peut-être moins spectaculaires. Donc, c'est pour ça que je dis j'ai un regret, là, avoir su, j'aurais enchaîné le tout, puis c'est ça, j'aurais fini plus tôt. Mais bon, je le faisais pas pour une position ni rien, je le faisais vraiment parce que pour le dépassement, pour voir la Corse, quand on vient du Canada pour faire ça, on veut quand même le voir le plus possible, le paysage. Donc, c'est ça, j'ai terminé à midi, à peu près à midi le jeudi. Euh, Puis, sincèrement, c'est vraiment, ça a très bien été. C'est sûr que là, avec le recul, j'ai oublié les douleurs et tout, mais vraiment, ouais, je pense que j'avais un bon plan qui a été très bien respecté. Ou quand j'ai été flexible pour ne pas le respecter, j'étais dans la limite du bon plan encore, là. Donc, voilà, je pense que ça fait le tour un peu, mais sincèrement, c'est un parcours exceptionnel. C'était magnifique. Bah écoute, merci pour ce récit. Bah, et puis félicitations surtout d'avoir complété un deuxième Biking Man. Merci. Franchement, chapeau à toi. Merci. Et puis niveau classement général, bah écoute, tu sais un petit peu près combien t'as figuré, même si c'est peut-être Je- anecdotique pour toi, mais bon, c'est plus pour Ouais, avoir un peu je pense, d'informations j'ai fait complémentaires. une entrevue à la fin, je pense qu'on m'a dit, au total, j'étais 119e. Je crois qu'on était 220, mais là, je sais pas qu'est-ce que ça inclut solo duo. Puis chez les femmes, je sais pas, je crois que je suis quatrième ou cinquième sur les 8, mais là, je peux me tromper, là, j'ai pas vérifié très honnêtement. Et écoute, bah, aucun problème, ça prouve bien que voilà, le plaisir en tout cas était là. Oui, c'était pour Et ça que je le que faisais, oui, exact. donc en tout cas, ouais, chapeau à toi pour avoir fini ça. Merci. Première question qui me vient à l'esprit, du coup, entre le Backing Man Portugal et puis le Backing Man Corsica, Oui. lequel a été alors plus difficile peut-être déjà dans un premier temps, lequel en tout cas au niveau du parcours a été le plus compliqué? Ben c'est sûr que là, quand j'arrivais au Portugal, c'était nouveau pour moi, donc c'est certain que j'ai de la difficulté à faire une vraie comparaison. J'étais visiblement beaucoup mieux préparée pour la Corse parce que je savais à quoi m'attendre. Par contre, niveau parcours, je dirais qu'en Corse, je ne sais pas ce qui s'est passé avec les Garmin, mais dès le départ, en fait, moi, j'ai vécu un gros stress parce que j'ai le même Garmin depuis 5 ans, le GPS, puis j'ai jamais eu de problème. Puis là, j'ai entré j'ai chargé mon fichier le matin du départ, juste avant la ligne de départ, en fait, puis ça chargeait pas. Donc là, j'ai eu un stress, je me suis dit, oups, est-ce que mon GPS est arrivé à la fin de sa vie puis je le savais pas? Là, je me suis dit, là, je vais pas hypothéquer une course avec un GPS non fonctionnel. Fait qu'au début, j'ai arrêté ça parce que ça drainait la batterie aussi. Donc là, je connaissais un peu le début du parcours, donc j'ai suivi les participants au début à l'œil parce que je me suis dit, je vais faire ça puis je verrai après si j'ai une autre option. Finalement, ça a passé, mais je dirais qu'en Corse, c'est tellement plusieurs c'est des petites routes, du moins le parcours par lequel on est passé, mais c'est plein de petits spaghettis un peu. Puis il y a des routes très collées l'une de l'autre, donc c'était difficile des fois de savoir si on, tu sais, des fois on était sur le bon parcours, mais ça sonnait pas, mais on n'était pas sur le, en tout cas c'était difficile de voir si on était vraiment sur la bonne trace. Donc à ce niveau-là, je dirais qu'il y avait toujours un stress de pas être au bon endroit. Moi, je me suis pas perdue, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se sont perdus, qui ont retrouvé leurs traces, mais souvent, c'est que ça arrivait dans une descente. Donc, il y a quelques fois où, si j'avais pas eu les gens devant moi, j'aurais sûrement manqué le tournant parce que le Garmin était tout mêlé. Je sais pas ce qui s'est passé, mais tout le monde a eu des pépins avec le Garmin. Donc, moi, la première journée, je pensais que c'était seulement moi, mais j'ai compris après là, que je sais pas ce qui s'est passé, mais les satellites étaient pas alignés avec nous durant cette semaine-là. Mais sinon, ben c'est ça, ça répond à ta question côté parcours, là. Je pense que c'était plus compliqué en Corse, sincèrement. Là. Au Portugal, des fois, je me rappelle, à un moment donné, je roulais, puis le GPS a indiqué 50 km avant le prochain tournant. Donc Ah là, oui. c'est un peu aliénant, par contre, là, de voir ça comme ça. Mais c'est ça, ça donne un peu une idée de la différence. Là. Comment s'est passée la course par rapport à tes attentes initiales que tu avais émises pendant la partie 1?
du podcast? Ben, je dirais que ça a été vraiment selon le plan, sauf ce que je relatais tout à l'heure là, par rapport à la dernière journée, que je m'étais laissé les deux scénarios, soit j'y vais, je combine les 150 et les 120, ouais, les 260 derniers kilomètres, ou je les coupe. Donc, il y a ça, je m'étais laissé la flexibilité de le faire, je l'ai utilisé. Donc, c'est peut-être seulement de ce côté-là là, que j'étais un peu déçue là, d'avoir pris cette décision-là, mais outre ça, le plan a été vraiment respecté. Puis mes attentes, ben, physiquement, aucun problème, là, ça a été super bien. Mentalement, ben, on a toujours des hauts, des bas, mais tu sais, j'ai rien vécu là, aucun pépin mécanique, rien du tout. Je pense que là-dessus, j'étais vraiment, côté logistique, j'avais bien planifié mes trucs. Donc ouais, je pense que mes attentes ont vraiment été atteintes. Ouais, cool, ça fait plaisir. Oui. Ça fait plaisir. Et oui, puis pour revenir du coup sur, cette phase où ton réveil a pas enfin, en tout cas, tu l'as pas entendu, tu te réveilles Ouais. 2 heures plus tard, donc c'est un petit peu ton seul regret. Mais pour Oui. revenir dessus, est-ce que finalement ça aurait changé quelque chose? Ou alors qu'est-ce que ça aurait changé Bon. si, tu serais levé 2 heures plus tôt? Parce que vu qu'en t'écoutant, le but finalement c'est pas tant le temps, est-ce que ça t'aurait finalement changé quelque chose? Ben, en fait, ça a changé quelque chose à mon moral cette journée-là. C'est plus ça, c'est un peu la frustration de j'avais mis mon alarme sur ma montre et non sur le cellulaire aussi. Donc, c'est des niaiseries. Des fois, on se rend compte que dans un événement comme ça, on est tellement fatigué, on est tellement sollicité par plein de choses que le moral peut changer vraiment là, en une seconde. Ça peut changer là, du tout au tout pour vraiment des pécadilles des fois. Puis ça, finalement, effectivement, il n'y avait rien de grave là-dedans. C'est juste que je suis partie le matin, je me suis précipitée, j'ai ramassé mes trucs, je me suis dépêchée. Puis là, j'ai regardé l'heure, puis je me suis dit, est-ce que j'ai encore assez de temps pour me rendre à mon hébergement à l'heure? C'était vraiment ça, en fait, c'est que, tu sais, ça dit que la limite, c'est 22 heures. Puis là, moi, je m'étais dit, ah, parfait, demain, tu sais, j'ai en masse de temps. Mais là, c'est comme si je perdais un peu mon intervalle de confiance là, pour y aller un peu relax, pour contempler un peu plus. Donc, c'était plus ce côté moral que ça a changé quelque chose. Puis finalement, vu que j'ai pris la clé avant, puis que finalement, j'avais plus d'heures de rentrée, finalement, j'ai terminé à 1 heure du matin, je crois, si je me trompe pas. Mais finalement, il n'y avait plus de problème. Puis j'ai juste en une seconde, j'ai réglé mon problème en réfléchissant un peu. Mais des fois, on dirait que le cerveau est tellement dans le brouillard que, ouais, ce que ça a changé, c'est mon moral, je dirais. Et est-ce que du coup, maintenant que tu as réussi à solutionner ce genre de problème, en tout cas au moins te rendre compte que des fois c'était pas insurmontable, est-ce que lors de ta prochaine course ou même d'un projet off ou autre, est-ce que le jour où ça va t'arriver, finalement tu vas peut-être voir ce problème différemment? Ben c'est certain. Là, je pense que c'est une belle coïncidence que l'hébergement soit situé là parce que c'était pas vraiment planifié, là. Parce qu'au départ, la première trace, il n'y avait pas de kilomètres qui se chevauchaient. Mon hébergement était là, mais c'est vraiment un hasard. Donc, je vais prendre ça comme un apprentissage effectivement, mais surtout pour me dire de tout le temps penser à des scénarios différents. Donc, là, ça a été exceptionnel comme météo, mais si ça avait été exécrable, s'il y avait eu du vent, de la pluie, du froid, fort probable là, que mes bornes quotidiennes, je les aurais peut-être pas atteintes ou j'aurais eu plus de difficultés, moins de jeux pour les arrêts et tout. Donc, c'est vraiment, je pense, l'apprentissage de réfléchir à différents scénarios. Donc, un scénario plus lent, plus rapide et un scénario idéal, disons. Là. Donc, c'est plus comme ça que je vais le voir. Puis oui, tu sais, quand on est sur le vélo, des fois, quand le moral est à plat, on a de la difficulté à être en mode solution. Mais là, c'est vraiment ce qui s'est passé. Puis c'est vraiment de me dire, ben, tu sais, finalement, si cette fois-là, j'ai trouvé une solution, ben s'il y a d'autres pépins particuliers qui m'arrivent dans ce genre-là les prochaines fois, effectivement, je vais essayer de réfléchir, comme on dit, outside of the box, là, mais c'est vraiment, ouais, je pense que c'est vraiment ça, de ne pas se limiter d'ouvrir nos options, en fait. Question un peu classique, mais quel était le moment le plus difficile sur cette course et comment est-ce que tu as réussi à le surmonter? Et puis à contrario, quel était le moment le plus agréable, celui qui t'aura le plus marqué? Le plus difficile, ben, c'est certain que le col que je suis allée faire de nuit, qui était complètement défoncé, euh, ça a été, c'est ça, ça a été vraiment le bout difficile parce que ben, c'était combiné à la peur d'être dans le noir.
J'étais seule sur ce tronçon-là parce que tout le monde, tous mes compagnons avaient arrêté au point de contrôle avant. Moi, j'avais l'hébergement 30 km plus loin, donc je devais me rendre. J'aurais pu, oui, dormir dehors et tout, mais je voulais rentrer dans mon plan. Donc ça a été vraiment difficile de pas retourner sur mes pas et d'aller rejoindre les gens qui attendaient au point de contrôle, qui faisaient une sieste et tout. Ce bout-là a été très difficile, donc j'ai pas eu le choix. Là. Je me suis dit, soit j'attends dans le noir, puis j'ai pas mon lit ni ma douche chaude, mais ben c'est ça. J'ai enlevé, il faisait froid, mais là, vu que je montais, j'ai enlevé mon manteau, j'ai rangé mes trucs, je me suis dit, bon, ça passe ou ça casse. Euh, Puis en fait, c'est ça. Je me suis parlé beaucoup. Les animaux sauvages m'ont sûrement entendu crier pas mal, là. Mais c'est ça. Tu sais, je m'encourageais moi-même. J'avais plus le choix. Donc c'est un peu comme ça. Tu sais, je riais un peu. Je riais un peu de la situation. Là. On dirait que je me voyais d'un point de vue plus objectif. Je me voyais en train de monter la côte puis en train de me crier après moi-même. Je trouvais ça quand même drôle comme situation. Puis finalement, ben c'est ça, la descente est amorcée, je retrouve l'hébergement, puis c'est une grande fierté là, de ne pas avoir abandonné, d'avoir fait ça de nuit comme ça, parce qu'on voit, on voit, mais pas tant que ça avec les lumières. Là, j'ai des bonnes lumières, mais quand même. Donc vraiment, ça a été, je dirais, le plus difficile, physiquement surtout. Puis il y a eu quelques moments là, de démotivation, c'est certain, mais pas des gros moments où j'ai remis en question l'abandon et en fait la fin de ma course et tout. Là, ça, c'est jamais arrivé. Puis les moments les plus agréables, ben c'est sûr que c'est tellement beau que c'est difficile d'en cibler juste un. Mais je dirais en général, j'aime beaucoup sur ces événements-là, on roule côte à côte avec des gens. Je pense que c'est les rencontres, en fait. C'est vraiment la première et la deuxième journée, j'ai roulé beaucoup avec un compagnon que j'ai rencontré, Damien. Puis ça a été vraiment, ouais, c'est ça, c'est vraiment ces rencontres-là que je pourrais en nommer plein, là. Il y a eu plein d'autres gens que j'ai croisés. Mais je pense que c'est ça, les moments les plus beaux, c'est t'as quelqu'un qui arrive, t'es dans un col, t'es dans un moment difficile ou pas, mais t'as quelqu'un qui arrive à tes côtés, qui grimpe aussi, puis là, on jase un peu, on échange. C'est vraiment des beaux moments. À d'autres moments, c'est moi qui arrive puis qui remonte un peu le moral de quelqu'un qui est un peu à plat. Donc, il y a eu beaucoup de beaux échanges comme ça, puis c'est ça qui m'a marqué le plus, je dirais. Puis à la fin, quand tout le monde a terminé, puis qu'on a le dîner des finishers, c'est vraiment plaisant de revoir ces gens-là, de s'en reparler et tout. Ça crée vraiment une belle communauté. Donc, je dirais que tous les moments où j'ai échangé avec les gens, ça a été vraiment les plus beaux moments. Effectivement, ouais, ça fait du bien, on l'entend, c'est vrai que ça donne envie presque, d'y être, Oui, de le vivre. Pas tant de bon après, pas tant de souffrir autant que ça, on mais oublie. c'est vrai que voilà, c'est ce qui compense en tout cas, ces moments compliqués, quoi. Tout à fait. Et en regardant un petit peu en arrière, est-ce qu'il y aurait des choses, que tu aurais fait différemment ou améliorées, tout du moins, lors de ta préparation pour cet événement? Ben, c'est certain que moi, l'entraînement ici, avec le tôt en saison, le froid et tout, j'ai fait ce que j'ai pu. Puis nous, notre configuration géographique fait en sorte que des cols, on n'en a pas. Donc, pour la grimpe, moi, ça va. Là, c'est ma force, grimper, ça va très bien. Par contre, les descentes, je- c'était un peu le running gag. Là. Moi, je montais, je dépassais les gens, puis je me faisais dépasser en descendant parce que je suis pas habituée de descendre aussi longtemps que ça. Donc, j'ai eu très mal aux mains à force de freiner. J'avais peur. C'est certain que j'ai eu un accident. Là, donc, déjà, je pars un peu craintive dans les descentes. Mais des fois, ça descend pendant 20-30 km. On peut se dire, oh, parfait, on se laisse aller, mais moi, je n'étais pas capable. Je freinais tout le temps, puis des fois, il fallait que je prenne des pauses parce que j'avais trop mal aux doigts. Donc, peut-être, si je pouvais faire différemment, ça serait d'apprendre à descendre. Je ne dis pas nécessairement plus vite, mais c'est sûr que ça résulterait en une descente plus rapide, mais mieux contrôler, plus me faire confiance, peut-être ajuster mes freins différemment, là, mes manettes pour que j'aille plus de contrôle dans la position en bas. Mais sinon, tu sais, c'est ça. Ce que je ferais, c'est à l'entraînement, je ne changerais rien. Je pense sincèrement que j'étais vraiment très bien entraînée, outre les descentes que je ne peux pas pratiquer ici. Donc, ouais, pour l'instant, j'ai pas de. Le reste, c'est le mécanique. Là. J'aurais mis une autre cassette. Puis, certainement que j'aurais condensé mes 2 dernières journées ensemble, mais sinon, c'est pas mal tout.
Surtout que c'est vrai que, bon, les routes corse, j'ai jamais roulé, mais de ce que j'ai vu, même au niveau de la carte, ça tourne aussi beaucoup quand même. C'est Ah, pas les c'est descentes quelque les plus chose. faciles. Ah ouais. Du coup, au final, toi, tu peut-être la seule personne de la course à pas poser pied à terre en montée, mais en descente. Ouais, exact. Oui, c'est vrai. J'avais pas vu ça comme ça. Ouais, ça m'est arrivé 2, 3 fois. Je veux dire, là, je vais prendre une pause photo parce que je suis plus capable. Bon, en tout cas, au moins, ça te laisse des points d'amélioration. Oui, oui. Mais bon, je pense que c'est quand même plus simple à prendre les descentes Je pense que oui, que la s'entraîner gravité pour les aide montées. beaucoup. Mais c'est vrai que bon, c'est sûr, comme tu dis, au niveau de, mmh, des reliefs que tu as chez toi, c'est vrai que c'est pas forcément voilà, quelque chose qui est Non. évident. Et puis c'est vrai que la descente, on a beau, autant la montée, on peut la pratiquer même sur un home trainer, autant Mhm. la descente, bah Ouais, faut c'est en ça. faire pour s'y habituer, quoi. C'est vrai que Exact. c'est vraiment une question d'habitude. Exact. Est-ce que tu as appris des choses du coup sur toi-même aussi pendant cette course, Sur au moi, dans fil le fond? de l'expérience? Oui, sur toi, oui. Que ce soit au niveau de peut-être de la détermination, des choses que tu pensais pas pouvoir faire. Oui. En fait, c'est ça. C'est que ta question tout à l'heure m'a fait réfléchir quand tu m'as dit qu'est-ce que ça aurait changé dans le fond que tu te lèves 2 heures plus tôt et tout. Donc, ce que j'ai appris, en fait, je sais que j'ai une force mentale quand même développée, une bonne résilience et tout, mais d'aller trouver des solutions là où je pensais qu'il n'y en avait même pas. Donc, c'est ça. Je pense que oui, ça a été vraiment un bel apprentissage. Que finalement, ben, quand tu es en mode solution puis que tu te dis, bon, ben, je reste positive, euh, forcément, on s'adapte, on trouve des solutions. Puis si ça avait été impossible de prendre la clé justement de l'hôtel plus tôt, ben probablement que je me serais dit bon ben je vais dormir dehors ou tu sais j'aurais trouvé une autre solution, mais c'est vraiment important de rester en mode solution. Puis c'est ça même là quand j'étais dans un coup de mou comme on dit là. Donc c'est ça. Je pense que j'ai appris que même dans ces situations-là, je suis quand même capable de m'en sortir. Donc pour le futur, c'est ça, c'est d'essayer de me remémorer, pardon, cet état d'esprit-là, en fait. Donc, ce que j'ai appris, c'est que je suis capable de contrôler plus mon état d'esprit que je le pensais, disons. C'est vrai que ce soit sur la course ou même, dans la vie de tous les jours, c'est des Oui. fois quand il y a un problème qui survient, ça peut arriver qu'on se bloque sur le problème, Mhm. au lieu d'avoir le regard porté sur la solution et ce qui facilite déjà grandement les choses. Exact, ben Mais oui. c'est vrai que des fois, voilà, quand on est puis là, bon, en plus, en course, quand ça Ouais, arrive au bout de 3-4 jours, il y a la fatigue, il y a pas mal de choses qui sont ajoutées par-dessus. ouais, Mais c'est vrai que c'est pas toujours simple. Mais en tout cas, oui, comme tu dis, je pense que la prochaine fois que ça t'arrivera, tu sauras te rappeler de ce moment-là et voir vraiment plus facilement les solutions oui, que ce jour-là. exact. Et il y a un point qu'on n'a pas abordé, c'est l'alimentation. Moi, je voulais savoir en fait comment s'est passée ta gestion de l'alimentation et de l'hydratation au global, Ouais, mais surtout comment ça se passe, qu'est-ce qu'on mange en fait sur une course comme ça, parce que je pense pas qu'on mange que des bars et des gels, ouais. comme sur une course de 100 bornes. Comment ça se passe, comment t'as trouvé où te voilà acheter à manger, tout ça, et puis qu'est-ce que tu manges en fait tout au long de ta course. En fait, on mange beaucoup. La grande difficulté à gérer, moi, c'est j'ai tout le temps faim déjà dans la vie de tous les jours, mais sur une course comme ça, c'est insensé à quel point on a besoin de calories. Puis surtout avec la fatigue, on dirait que la faim devient de plus en plus prenante. La première journée, c'est certain là, que à cause de l'enjeu de temps et l'enjeu des magasins fermés, j'avais des sandwichs dans mon dos. Là, c'est certain qu'il fait très chaud, donc je n'ai mangé un. Le deuxième, il était visiblement plus bon. Mais moi, je vais beaucoup dans l'aliment bonheur, dans le sens où je m'assure d'avoir des vrais repas. Tu sais, c'est bien beau, j'ai toujours des bonbons et tout, des trucs sucrés, mais c'est qu'à un moment donné, on n'est plus capable de manger ça, c'est tannant. Donc, c'est certain que je me ravitaillais surtout à l'épicerie parce que ben, je pouvais trouver de tout. C'était surtout des sandwichs là, pour les repas. J'ai eu quelques fois des salades de taboulé, des trucs comme ça. Quelques bananes, naturellement. Beaucoup de bananes parce que c'est un fruit facile à traîner, qui se mange bien. Euh, L'hydratation, ben, ce qui était bien en Corse, puis je pense que c'est comme ça à certains endroits aussi en Europe, mais c'était pas le cas au Portugal. Il y a des fontaines d'eau un peu partout. Donc, j'avais traîné des capsules pour traiter l'eau au cas, mais j'en ai utilisé seulement 2, là. Mais la plupart des fontaines, tu passes, tu remplis tes gourdes. Fait que ça, j'ai trouvé ça vraiment aidant. J'avais des capsules d'électrolytes de temps en temps.
à mettre dedans. C'est certain qu'il faisait très chaud, donc la sudation était assez intense. Mais c'est ça, je dirais que j'avais tout le temps des barres-tendres, des encas sur moi. Puis de temps en temps, quand j'avais un flash, là, puis que j'avais vraiment quelque chose que j'avais en tête, quand j'étais à l'épicerie, j'assouvissais mon besoin. Il y a un soir, là, la fois où j'avais pris la clé pour l'hôtel et revenir, il y avait un gros bloc de pâte d'amande là, à l'épicerie. Là. J'en ai salivé vraiment longtemps. Là, je l'ai gardé pour le retour, mais après la boucle, mais c'était divin, mais c'est ça. C'est des choses comme ça qu'on n'a pas tout le temps envie de manger en temps normal, mais là, c'était vraiment divin. Beaucoup de chocolat, beaucoup de boissons gazeuses que je bois pas habituellement. J'arrêtais quand même de temps en temps là, dans les petits cafés, manger des trucs locaux, mais je faisais attention de pas prendre des choses difficiles pour la digestion, des choses que je connaissais moins. Ça, j'ai gardé ça pour avant et après la course. Mais c'est ça, c'est toujours avoir des collations sur soi, puis de pas négliger l'hydratation parce qu'il faisait très chaud quand même, là. Pour revenir sur cette course, quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui envisage de participer au Bakiman, en tout cas au moins au Bakiman Corsica, vu que tu viens de le vivre, ou bien une autre course d'ultracyclisme en autonomie? Conseil, disons, plus technique, là, c'est de s'entraîner vraiment dans toutes les situations, puis de se mettre en danger, là, pas en danger dans le sens mettre sa vie en danger, mais tu sais, sortir rouler quand. Ici, nous, on a beaucoup de vent, des vents forts là, au printemps. Je déteste notre vent ici, mais je pense que ça m'a aidé beaucoup moralement parce que, tu sais, sortir quand c'est difficile, sortir quand ça te tente pas, je pense que c'est le meilleur conseil que je donnerais. C'est vraiment ça, là, de sortir malgré le fait que, bon, t'es fatigué, ça te tente pas, c'est pas une sortie idéale, mais tu y vas quand même. Faire des sorties où le mental, c'est ça. Je pense vraiment le meilleur conseil que je donnerais, c'est de ne pas négliger l'entraînement mental. Donc oui, il faut arriver physiquement bien préparé, pas négliger ça non plus, mais mentalement, c'est ça, de se mettre un peu dans le rouge mentalement. Puis naturellement, ben c'est de pas se laisser impressionner par le dénivelé. Là. Ça fait peur, avoir 20 000 mètres de dénivelé, des longues distances par jour, mais sincèrement, avec un bon entraînement, c'est faisable. Puis c'est ce qui fait que quand on termine ça, l'accomplissement est tellement grand, c'est qu'on pensait qu'il y avait une partie de nous qui pensait que c'était impossible au début à accomplir. Mais sincèrement, là, de se faire confiance, je dirais aussi. Très bien, en tout cas c'est noté. J'espère que ça pourra servir si un cycliste ou une cycliste écoute ce podcast et Oui, qui si veulent t'as se des lancer questions, sur je suis un... prête à répondre aussi, ça me fait plaisir. Eh bah écoute, de toute façon, tiens, ce sera l'occasion, tiens, on va passer ça tout de suite maintenant. Sur quel réseau on peut te suivre et où est-ce Euh, qu'on peut te poser justement ces questions-là? Sur Instagram, je suis assez active. Facebook, un peu, mais c'est vraiment majoritairement Instagram. Sinon, ben là, c'est certain que c'est plus pour les gens d'ici, mais j'ai ma chronique là, dans Vélomag. Il y aura fort probablement en 2025 un reportage sur mon récit de course, style reportage là, sur la course. Mais je dirais que sur Instagram, c'est pas mal tout là, c'est pas mal là que tout se passe. Sur Strava, c'est certain aussi qu'on a une bonne idée de mes entraînements, disons là. Donc Instagram et Strava, ce seraient les principaux moyens pour me suivre. Ok. Et encore une question pour toi. L'ultracyclisme, c'est souvent vu comme un sport solitaire, mais il y a quand même une forte communauté derrière. Toi, comment tu perçois cette dualité entre la solitude et le soutien communautaire? Je pense que ça convient pas nécessairement à toutes les personnalités. Je suis quelqu'un de très sociable dans la vie, mais je suis quelqu'un de très solitaire aussi, ou je sais pas comment dire antisocial, mais j'ai ouais, je suis bien dans des moments seuls, mais j'aime beaucoup être en groupe, j'aime beaucoup interagir. Euh, donc, comment je le perçois? Moi, je le vois plus comme un sport solitaire, oui, mais pendant l'entraînement, je dirais, parce que je dois repousser mes limites mentales et physiques. Par contre, rendu à l'événement, j'aime vraiment beaucoup ces moments d'échange, comme je le disais tout à l'heure, où des fois, c'est les participants qui arrivaient qui me remontaient un peu le moral sans même le savoir. D'autres fois, c'est moi. Donc, ces échanges-là, un peu, c'est comme si tout le monde est un peu solitaire de son côté, mais qu'on a tous des hauts et des bas, puis qu'on partage un peu ces hauts, ces bas-là, qu'on s'aide un peu
à poursuivre notre route, disons. Donc, c'est vraiment solitaire avec des petits bouts côte à côte qui font qu'on avance un peu mieux, qu'on garde des souvenirs et tout. Donc, je pense que c'est un beau mélange entre les deux, en fait, mais je pense nécessairement qu'on doit avoir une bonne part de côté solitaire pour être bien là-dedans, c'est sûr. Penses-tu que cette expérience influencera tes projets sportifs futurs? Et également, pour compléter cette question, est-ce que tu as déjà des idées de projets, que ce soit sur des événements ou des projets off dans un coin de ta tête? Ben, c'est certain que ça va influencer mes projets futurs dans le sens où on apprend toujours, comme je disais tout à l'heure. J'avais un bon plan. La prochaine fois, peut-être que j'essaierai un autre plan, mais vraiment, on apprend toujours, c'est certain. J'ai pris des notes, que ce soit mentales ou peu importe, physiques, disons. Donc oui, c'est certain que ça va me servir. Pour le futur, ben, c'est sûr que quand on termine, on arrive à la ligne d'arrivée, bon, on a mal un peu partout, on est très fiers, mais on a mal un peu. Donc le temps que la poussière retombe, euh, si je compare, mettons, la fin de cette course-là avec la fin au Portugal, j'avais quand même pensé abandonner pendant. J'avais vécu des moments un peu plus difficiles physiquement aussi. En Corse, j'étais contente d'avoir terminé, mais on dirait que j'ai pas vraiment douté que je terminerais pas pendant la course. Donc, je sais pas, il y a peut-être une petite voix qui me chuchotait à l'oreille. Ben peut-être que j'aimerais ça essayer quelque chose de plus long éventuellement. Là, j'ai pas de course en tête ni de délai de calendrier, mais c'est l'impression que j'ai eue, c'est ben peut-être que finalement je suis prête à aller à me repousser un petit peu plus, même si j'ai trouvé ça difficile. Là. Je dis pas que c'est facile du tout, mais j'étais bien préparée, ça a bien été et tout, donc c'est ça. Ça, c'est certain que je réfléchis à la chose, là, à la distance plus longue ou à une course plus taxante dans le sens où faire la même chose mais en gravelle. C'est certain, là, comme dans 2 semaines, environ 10 jours, j'ai une course de 500 km en gravelle ici. Je dis course, mais là encore, là, c'est un événement. Là, c'est pas, il y a des délais et tout ça, mais je vise pas de podium ni rien. Mais déjà, de ce challenge-là, d'être en gravelle à 100% ou presque, là, je vais dormir dehors. C'est ça. J'ai comme envie de me repousser un petit peu plus. Tu sais, j'ai connu c'était quoi. J'ai trouvé ça difficile, mais je pense que je suis capable d'en encaisser encore un petit peu plus. Donc, certainement là, que je vais réfléchir à tout ça l'année prochaine, c'est sûr. Eh ben écoute, moi personnellement, en tout cas, je vais suivre ça de près et voir où est-ce que tu vas te retrouver avec ton vélo prochainement. Et il y a un point aussi qu'on n'aborde pas souvent, en tout cas, moi j'ai peu entendu de récits là-dessus, c'est l'après-course. Ouais. Là, on parle de courses quand même qui sont sur plusieurs journées. Mhm. Comment ça se passe une fois que la course est finie, que tu reprends l'avion, surtout que voilà, bon, toi tu es sur un autre pays, donc ça change vraiment du Ouais. tout au tout, et que tu retournes à ton quotidien. Comment ça se passe voilà, mentalement, physiquement, comment est le corps, comment est l'esprit à ce moment-là? Ben moi, j'ai eu la chance de pouvoir demeurer 10 jours supplémentaires parce que justement, ça faisait longtemps que je voulais visiter la Corse. Il y avait des amis de la famille qui habitent la Corse, donc j'ai eu la chance là, d'être hébergée, de visiter un peu plus après, de m'imprégner des lieux et tout. C'est sûr que la Corse, c'est un lieu magnifique. Le Portugal était très beau aussi, mais j'ai eu moins le temps de faire ça après, je dirais. Puis tous les endroits ont sont magnifiques. Là. C'est pas juste pour dire c'est la Corse, mais c'est certain que c'est difficile là, déjà juste après la course de reprendre le mode de vie un peu plus relax. Déjà, je sais pas, il y a comme un blues de course qui s'installe. C'est tellement intense qu'on vit pendant 4-5 jours qu'après ça, faut, euh, faut faire le point dans notre tête, je dirais, là. Puis c'est certain là, que moi, le retour ici a été encore plus difficile, comme je m'étais un peu plus attachée encore, je dirais, là, en restant plus qu'une semaine après. C'est difficile dans le sens où on est bien de rentrer on est content de rentrer chez soi, mais il y a tellement de souvenirs dans notre tête, c'était tellement gros ce qu'on a vécu que ouais, il y a un genre de blues là, qui s'installe vraiment, plus que le blues voyage, je dirais, là. Ouais, c'est vraiment, on dirait que le corps se dit, OK, là, je recommence à être un peu en carence, là, puis je cherche un peu comment combler ça. C'est dur de se rasseoir devant l'ordinateur au quotidien pour travailler.
Mais bon, j'ai plein de souvenirs là, de magnifiques souvenirs pour passer ces moments-là. Je pense que c'est important aussi de faire le post-mortem de comment ça s'est passé et tout. Puis ça, c'est une pratique, moi, que j'ai l'habitude de faire parce que je pense qu'on peut apprendre de toutes les situations, qu'elles soient positives ou négatives. Donc, je pense que c'est important de faire ça. Puis moi, c'est ce qui m'aide là, habituellement, là, de faire le post-mortem. Là, c'est certain que je vais avoir la chance d'écrire un reportage là-dessus, donc ça va m'aider encore plus, je pense, à cristalliser un peu ce qui s'est passé. Là. Donc, c'est difficile, mais en même temps, c'est nécessaire, disons, le retour à la réalité. Écoute, bah merci en tout cas pour ces mots et pour on a pu en savoir plus sur le Merci. retour à la réalité après une course comme celle-ci. Et sur cette course, on n'a pas parlé d'une chose, c'est également de l'organisation. Mhm. Comment est-ce que tu as vécu cette course d'un point de vue organisation? Est-ce que c'était bien préparé? Est-ce qu'il y avait tout ce dont tu avais besoin? Parle-nous un petit peu de ça, voilà, s'il y avait des points, par exemple, s'il y avait des points à améliorer ou des choses qui étaient mal faites ou très, très bien faites en l'occurrence. Euh, comme toujours, organisation sans faille, sincèrement, c'est impeccable. Il n'y a rien, en fait, que je je serais pas capable de suggérer des améliorations tellement je trouve que l'organisation va à l'avant, prend l'initiative, c'est vraiment, tout est pensé, tout est réfléchi. J'ai beaucoup aimé entre le Portugal et la Corse. Maintenant, il y a des repas chauds qui sont offerts au point de contrôle. Donc, tu as un micro-ondes et tout, tu fais chauffer tes trucs, mais c'est comme une certitude, c'est comme une sécurité de plus. Tu calcules sur ton parcours que même si là, tu n'as pas d'hébergement, tu n'as pas à penser à ton ravitaillement, tu sais que là, tu as un repas copieux de pâtes ou de riz et tout là, qui était servi. Ça, sincèrement, c'est une belle attention. J'ai trouvé ça vraiment génial. Les bénévoles, tout le monde est vraiment, vraiment, tout le monde est génial. Euh, Sinon, avant la course, les communications qu'on reçoit et tout, c'est parfait. La communauté, la communication, tout. Sincèrement, c'est un A++++. Là, c'est vraiment, vraiment génial. Bah parfait, écoute, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Est-ce qu'il y a quelques points ou éléments que tu aimerais mettre en avant, qu'on n'aurait peut-être pas parlé dans cet épisode? Ben, je pense qu'on avait parlé un peu dans le premier, on parlait un peu de la place des femmes là, dans ce genre d'événement-là. J'ose espérer que ma présence en inspirera d'autres, parce qu'il y en avait quand même un peu plus sur cette édition-là, mais c'était beau à voir. C'est vraiment, je pense que tout le monde s'est un peu posé la question comment faire pour inciter d'autres femmes à s'inscrire et tout. Euh, donc, je pense que c'est beau de voir que ça augmente, même si ça augmente pas vite, mais vraiment, c'est un mot d'encouragement aux femmes de se lancer sur ce genre d'épreuve-là parce que ça vaut la peine puis c'est accessible vraiment, vraiment à tout le monde. Eh bah cool, j'espère que ce témoignage-là, en tout cas, en fera partie de l'évolution de la participation des femmes sur les courses de Mhm. cyclisme. Et c'est vrai que voilà, c'est bien que tu mettes ça aussi en avant parce que je reçois bah, pas mal de femmes cyclistes sur le podcast. Oui. Et c'est que c'est un sujet qui revient, bah, on va dire constamment, Ouais, ben de toute merci à façon. toi aussi de faire ça parce que les podcasts et les réseaux et tout qui mettent ça de l'avant, je pense que ça contribue aussi. Donc vraiment, ouais, c'est vraiment bien que tu fasses ça parce que je pense que ça aide beaucoup aussi pour la visibilité et tout là. Bon, en tout cas, merci à toi parce que moi, je fais pas, enfin, moi, je, fais pas, moi, je reçois des personnes qui sont amoureux de sport tout comme moi, mais qui pratiquent bien plus que moi. Et Ouais. bah, voilà, dedans, il y a des hommes, il y a des femmes. Et c'est vrai que, bah, voilà, c'est vrai que les femmes en parlent de ce point-là parce que c'est vrai que c'est un manque, que ce soit au niveau, par exemple, des entraînements ou quoi, Mhm. d'avoir plus de femmes avec qui s'entraîner, Oui. de passer le pas. C'est un peu moins naturel. Ouais. Le fait de voir moins de femmes qui pratiquent, c'est vrai que voilà, des fois ça pose des questions avant de se lancer. Mhm. Mais c'est surtout toi qui permet à d'autres personnes de se lancer en tout cas. En tout cas, merci à toi de partager le tout. Et ben on arrive gentiment sur la fin de cet épisode. Donc un grand merci à toi d'être venu sur le podcast, d'avoir fait la partie 1 et la partie 2, de nous raconter ton récit de course et également dans la partie 1, tout ce qui était parcours sportif et puis préparation pour cet événement. Ça m'a fait Oui. extrêmement plaisir de te recevoir et d'apprendre pas mal de choses sur toi et sur l'ultracyclisme. Merci à toi. Et puis pour finir, je voulais savoir qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite?
Qu'on peut me souhaiter pour la suite, d'autres des événements comme ça de dépassement et de remise en question et de challenge comme ça. Oui, plus de Biking Man et autres courses dans le même genre, c'est vraiment ce qu'on peut me souhaiter. Eh bah écoute, c'est tout le bien qu'on te souhaite. Merci beaucoup. Et merci encore Geneviève d'être passée sur le podcast. Merci beaucoup. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager avec tes proches et à donner ton avis en laissant une note sur ta plateforme d'écoute. Cela contribuera à augmenter la visibilité du podcast et à avoir des invités toujours plus incroyables. Et pour ne rien manquer des prochains épisodes, je t'invite à t'abonner au podcast. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle aventure.